Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du vendredi 16 mai 2025. Dans les actualités de ce jour, une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour le sud de Madagascar. Le président Andry Rajoelina a été ce matin à Ampani pour lancer officiellement les travaux de construction de la route nationale numéro 10. Cette route reliera plusieurs communes et districts depuis Mbuvumbe jusqu'au croisement avec la RN7 à Anjanvour, un projet qui témoigne de la volonté du régime actuel de développer cette région et de sortir la population de la précarité. Reportage de Judikel Ranjenirin et Andouran Zanjaïpe. Quand on est sur la RN10, on réalise combien cette qualification peut être trompeuse. En effet, pas un seul mètre de goudron sur plus de 500 km. Et pourtant, cette route est la seule qui relie les régions Inti-Monjefen et Anjoy. En période de pluie, elle devient impraticable. Et pourtant, cette route est vitale pour la population d'Ampani. L'approvisionnement des nourritures provient de Touliar et l'état de la route impacte directement le coût de la vie ici. Il faut 2 à 3 jours pour qu'un véhicule de transport en provenance de Touliar arrive à Ampani. En saison de pluie, cela peut aller jusqu'à 3 ou 4 semaines pour parcourir à peine 300 km. Le président Andry Rajoelina connaît bien sa situation, lui qui a toujours été proche de la population locale. Il en a fait une priorité, changer l'histoire de la RN10. 6 districts seront reliés, l'ampleur des travaux est énorme et de grandes entreprises de renommée internationale sont chargées du chantier. D'ici 3 ans, la RN10 sera achevée. 3 années pour ouvrir la voie au développement. 3 années pour réaliser ce que les autres n'ont jamais su faire, malgré leurs critiques. Pour les habitants de cette région, la politique semble lointaine. Ils ne se soucient pas de ceux qui perdent leur temps à freiner le développement. Le seul nom qui leur parle, c'est celui du président Andry Rajoelina, qu'ils voient de leurs propres yeux, qui vient à leur rencontre, qui apporte des projets concrets pour améliorer leur quotidien. La route partira d'Mbuvumbe sur la RN13 et permettra une liaison directe avec Touliar et Tolaniar en traversant plusieurs districts. Un nouveau jour se lève pour les populations qui vont vivre une nouvelle histoire. C'est la fin de la poussière, de la boue et des routes impraticables. Le président Andry Rajoelina a donné rendez-vous aux habitants d'Ampani pour revenir inaugurer ensemble la RN10 une fois les travaux terminés. Passons toujours dans le sud du pays. Le district de Touliar 1 n'a pas été oublié dans la distribution du programme Vatsinj. 5000 foyers ont reçu cette aide aujourd'hui sur la place Maître Kir, initiative du président Andry Rajoelina. Lors de cette rencontre avec la population, le chef de l'État a clairement affirmé que ce genre d'aide est essentiel pour les habitants et que toute personne qui tente de bloquer cette assistance empêche en réalité le sauvetage de la population. Il en est de même pour l'inauguration de la base Touliar qui vise à venir en aide à la population justement de Touliar. Toujours un reportage de Judikel Ranjenirin et Andouran Zanjaïpe. La tribune et les gradins du stade Maître Kir étaient pleins à craquer aujourd'hui. Chaque représentant de ménage a reçu un sac de riz ainsi que les aides offertes par le président de la République accompagné de son épouse Mel Rajoelina en présence du Premier ministre, de plusieurs ministres et parlementaires. Le gouvernement est solidaire pour faire progresser et aider la ville de Touliar. Toutefois, certaines personnes originaires de Touliar elles-mêmes essaient de bloquer cette aide destinée à leurs concitoyens. Cela est inacceptable, a déclaré le président Andry Rajoelina. De nombreux projets sont prévus et ont été réalisés à Touliar. Concernant l'énergie, une production de 5 MW est en cours d'installation, dont une première tranche de 2,5 MW sera achevée dans 1 an. La digue de Kiembe, désormais complètement achevée, protège la ville contre la montée des eaux et constitue une nouvelle fierté de Touliar. De nombreux forages et installations sanitaires ont également été mis en place. Tous les projets apportés ont été bien étudiés et conçus pour être bénéfiques à Touliar, selon les déclarations du président. Parmi ceux-ci figure le plan d'urbanisme à venir ainsi que la réouverture de Base Touliar. Il n'y a aucune décision prise au hasard, tout a été profondément analysé, a-t-il affirmé. L'helménite qui constitue la richesse de Touliar sera utilisée pour le bien de la population. Touliar n'a pas été oublié, les ménages ont reçu les aides sociales, les enfants qui passeront le CEPE ont reçu des cartables et des fournitures scolaires.
Et de nombreuses associations de femmes ont reçu un soutien financier pour la réalisation de leurs projets. Nous te soutenons, Monsieur le Président, ont scandé les habitants présents au stade Maître Kir. Toujours à Toliara, les bourses d'études figurent parmi les principales sources de tensions récurrentes entre le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les étudiants des universités. Ce sujet a notamment été au centre des discussions entre la ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants de l'université de Mandai à Toliara hier en présence du président de l'université de Toliara. Reportage. Le représentant des étudiants de l'université de Mandai à Toliara a affirmé que les revendications portant sur les bourses d'études sont souvent instrumentalisées à des fins politiques. Il a aussi souligné que le manque de communication directe entre les principaux concernés par les mouvements étudiants et le ministère central aggrave souvent les tensions. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, a néanmoins prouvé hier que les deux parties peuvent parfaitement dialoguer. Une rencontre a ainsi eu lieu entre la ministre et le président de l'association des étudiants de l'université de Mandai à Toliara et le président de l'université de Toliara. La ministre a écouté et pris en compte les doléances des étudiants. Il convient de rappeler que le président de la République, André Rajoelina, est actuellement dans la région Antimon-Jefan pour voir de près les projets de développement en compagnie des membres du gouvernement. Plusieurs programmes axés sur l'amélioration des conditions de vie de la population en général sont en cours et la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la professeure Chamina Lula, figure parmi la délégation qui accompagne le président lors de cette mission. Toujours dans cette page sociale, parlons traite de personnes. Les policiers ignorent souvent les manifestations concrètes de la traite de personnes. C'est pourquoi une collaboration avec la BNLTEH, l'organisme rattaché à la primature chargée de la lutte contre la traite de personnes, a permis de dispenser une formation à ces derniers pendant 2 jours, les 14 et 15 mai dernier, au sein du commissariat central de Tsar Al-Alan. Cette formation vise à lutter contre les réseaux de traite de personnes dans notre pays. Reportage. 25 policiers OPJ et APJ ont bénéficié d'une formation sur la lutte contre la traite des êtres humains durant 2 jours, les 14 et 15 mai dernier à Tsar Al-Alan. Cette formation a été dispensée par le BNLTEH au Bureau national de lutte contre la traite des êtres humains. Elle portait notamment sur les notions de base concernant la traite des personnes, la conduite d'enquête respectueuse des droits humains, l'évaluation de la situation des individus confrontés à des cas de traite, ainsi que l'analyse des preuves tangibles dans le cadre de cette lutte. La lutte contre la traite des êtres humains constitue une priorité pour le gouvernement, selon les explications fournies par le secrétaire exécutif du BNLTEH. Les policiers et policières bénéficiaires de la formation provenaient de 6 départements de la police nationale, le service des enquêtes spéciales et de lutte contre la fraude, le service chargé des aéroports et des frontières, le service de la police des mœurs et de la protection des enfants, le service de la lutte contre la cybercriminalité, le service des passeports et le service des affaires criminelles. Et dans la page diverse de ce soir, Kia, dit l'acteur de cinéma qui conduisait la voiture impliquée dans la collision avec une moto ayant entraîné un décès à Itos, a été placé en détention provisoire. L'affaire a été présentée au parquet hier. Pour revenir sur les faits, un accident de la circulation mortelle s'est produit dans le quartier de Bémassoin, à Itos, dans la nuit du samedi 10 mai dernier. Le véhicule impliqué appartenait à un acteur de cinéma malgache. Une moto avec 2 passagers est entrée en collision avec cette voiture. L'un des passagers de la moto a succombé à ses blessures le lendemain de l'accident. Ce soir, mesdames et messieurs, Viva Événement a l'honneur de recevoir des invités, des artistes et initiateurs du projet Afromada Music Awards, première édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal pour ce soir. C'est l'équipe justement initiateur de ce projet Afromada Awards, Afromada Music Awards, première édition. À ma droite, nous avons l'artiste Kisila Kay de Cameroun, Mademoiselle Marie-Jo de la Côte d'Ivoire. Nous avons également Monsieur René Lemoine de La Réunion et Dr Fala Fala qui est artiste et également
le premier initiateur, le premier responsable de ce projet Afro-Mada Music Awards. Bienvenue à Madagascar, mesdames et messieurs. Pourquoi vous avez choisi justement notre pays pour ce projet? C'est un choix, je dirais, qui est venu un peu de mon amour pour le peuple malgache. Donc je suis à la base arrangeur, j'ai eu le temps de travailler avec pas mal d'artistes. Donc pour combler le vide sur le continent, vu que quand il y a des nominations, Madagascar n'est pas vraiment représenté. Avec mon collaborateur ici présent, les moines, on a discuté, on a décidé de mettre sur pied la première édition du festival Afro-Mada Music Award qui va continuer et qui restera Madame et qui permettra aux autres artistes africains de venir et de se rassembler pour mieux fêter les cultures. Voilà. Justement, fêter les cultures, j'imagine que vous appréciez particulièrement la culture malgache. C'est pourquoi vous avez choisi ce projet dans le pays. Monsieur René Lemoine, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous réunir dans ce projet Afro-Mada Music Awards? J'ai d'abord une petite rectification à faire par rapport à la présentation que vous avez faite. Je suis de Madagascar. D'accord. J'arrive de la Réunion aujourd'hui, mais je suis de Madagascar. D'accord. Qu'est-ce qui nous a motivés? C'est l'amitié d'abord entre Fala et moi-même. On s'est rencontrés sur un projet artistique d'ailleurs. Oui, un projet artistique, il s'agissait de Tansmen. On s'est rencontrés à Paris pendant un tournage et puis je lui ai proposé de venir ici pour un tournage de clip. Il est tombé amoureux du pays et du peuple et des artistes malgaches, de la musique probablement parce que c'est un artiste lui-même. Et je crois que depuis ça a dû germer dans sa tête. Et quand il y a quelques années, juste avant le Covid, il m'a parlé de ce projet, je ne pouvais pas être contre. Parce qu'il s'agissait là de développer, je dirais pas développer, mais de faire connaître un petit peu Madagascar à travers l'Afrique, comme il a dit tout à l'heure, et faire connaître nos artistes surtout. Comme je suis moi-même organisateur, j'avais essayé depuis 20 ans de faire des événements à Paris, des événements communautaires, mais on a du mal à sortir, ça reste toujours communautaire, parce qu'on est, hélas, à chaque fois gêné par nos barrières ethniques. Et donc le projet de Fala m'a franchement intéressé, parce que je me suis dit que peut-être qu'on pourrait franchir cette barrière. D'accord. Et justement, quelle est l'envergure de ce projet Afro-Mada Music Awards? C'est à l'international, justement, c'est pour pousser les artistes malgaches à être vus à l'international. Le permettre de plus faire des duos. Là, par exemple, vous avez des artistes qui sont arrivés tout droit d'Afrique, comme vous l'avez cité tantôt, Marijo, Kissila, il y a aussi El Passi, et puis DJ Amaroula et bien d'autres. Donc, c'est une façon de créer la symbiose, cette unité de la musique africaine, permettre à ce que désormais Madagascar devient le point tournant, le point numéro 1 dans l'océan Indien de la musique africaine. Ce qui permettra à d'autres artistes de venir visiter, même de faire du tourisme, du vrai tourisme, et permettre à tout le monde de pouvoir savourer, comprendre, entendre la musique malgache au-delà des frontières pour faire mieux vendre. Voilà. Mesdames, vous êtes des artistes au niveau international. Comment vous voyez justement cette musique malgache? Est-ce que vous avez cette motivation? Qu'est-ce qui vous a motivé justement à se réunir dans ce projet? Déjà, c'est l'initiative. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on est assez ouvert. Mais Madagascar, ça restait un petit mystère pour nous. Donc dès qu'ils nous proposent, nous, on a envie de partir voir d'autres cultures. On a envie de découvrir d'autres artistes, de puiser un peu dans chez eux pour compléter avec ce que nous, on sait faire chez nous. Donc déjà, dès l'instant qu'il nous a fait la proposition, on était super intéressés. Et bon, on est là très heureux. On a hâte de partager de notre culture avec Madagascar, issu de recevoir de Madagascar. Justement, Madame Kissila, qu'est-ce qui manque justement à ces artistes malgaches pour qu'ils soient vraiment vus à l'international et pour que justement, quel atout vous avez aussi pour aider justement ces artistes par rapport à ce projet Afro-Mada Music Awards? Déjà, je suis très émue de me retrouver ici à Madagascar et de découvrir cette autre culture-là dont je n'avais pas conscience.
c'est une culture qui me touche. Les musiciens sont très bons. J'ai eu l'opportunité d'écouter quelques-uns. Ils sont formidables. Ce qui manque, c'est la vision, comme il a eu Dr Falafala et Monsieur Lemoine. Ce sont ces deux visions qui se sont rencontrées, qui vont faire en sorte que des artistes malgaches soient aussi découverts à l'international, comme nous autres qui venons de l'international, et aussi de nouer ce contact avec eux en travaillant ensemble sur des projets pour compléter ce qui nous manque à nous aussi. C'est pas qu'aux Malgaches, les artistes malgaches, en nous rencontrant, vont découvrir des choses, notre culture. Moi, je fais dans le folklorique, ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais écouté, et moi, je découvre leur musique qui me fascine. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut juste des visionnaires pour les accompagner dans ce sens-là. Et pour nous faire découvrir au Malagasy, comme on dit, c'est vraiment quelque chose qui nous touche droit au cœur. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Et pour l'événement de demain, justement, ce sera justement le centre de ce projet Afro-Mada Music Awards. Qu'en est-il du programme et qui seront les invités exactement et quel est exactement le but de la soirée de demain? Comme vous l'avez dit, ce sera vraiment un événement vraiment très costaud. On invite toute la population malgache à venir. Et aujourd'hui, nous avons eu la conférence avec les journalistes, les hommes de médias. Demain, nous allons, sur le coup de 15 h, faire l'ouverture des portes. 16 h, nous aurons l'entrée et l'arrivée des invités. 17 h, l'entrée. Et 18 h, top chrono, nous démarrons les hostilités. Voilà, dans une ambiance conviviale avec des artistes voilà, de Caru. On n'oublie pas qu'il y a aussi des artistes malgaches qui vont performer, notamment Mopkan, Paris, RG, nouvelle révélation de la musique malgache. Il y aura aussi Tensmena, Ayonaej. Il y a plein d'artistes. C'est une pléiade d'artistes qui vont s'exprimer sur ce plateau, et également Amarula, DJ Amarula, vous le connaissez, vous avez l'habitude d'entendre sa musique aussi. Licolo, qui est également présent, qui n'a pas pu passer sur le plateau. Et donc voilà, il y a beaucoup de choses. Nous aurons aussi la présence des personnalités. Donc ensemble, nous allons vibrer et puis voir qui est-ce qui va remporter les trophées dans les différentes catégories. Nous en avons 29 catégories. Et à la fin, on va arroser tout ça dans une ambiance très festive. Nous avons également parmi nous un artiste mauricien, Monsieur El Passi. J'aimerais vous inviter à venir aussi sur le plateau, à vous installer. Si vous avez quelques mots à parler, à nous dire par rapport à la culture malgache et à ce que vous voulez également. Bonsoir, je suis El Passi, je vais de l'île Maurice, et voilà, pour moi aussi c'est un honneur d'être ici, de représenter mon pays, surtout la culture de la musique, c'est le Sega et le Ségué. Pour moi aussi c'est un genre de tremplin pour moi de représenter ici, en musique surtout, et peut-être de faire quelques collaborations aussi avec Malgache ou bien les autres pays d'Afrique. Voilà, je suis très content d'être ici. En tout cas, nous sommes honorés également que vous soyez parmi nous et que vous rehaussez également la culture malgache à sa hauteur qu'elle mérite. Exactement. Je ne sais pas si vous avez quelques messages à nous transmettre avant de terminer. Je veux préciser à toute la population malagasy que le spectacle et les remises des trophées n'aura pas lieu ailleurs, ce sera à la salle Arena d'Ivange. Voilà, parce qu'on a entendu beaucoup de trucs sur des réseaux disant qu'on sera au stade. Non, ça se passe ici. Venez, ne vous faites pas... Il y a un seul lieu où se passera la fête, donc je vous invite maximum. Mais soyez à l'heure parce que nous allons démarrer à l'heure pour pouvoir finir dans le temps. Donc dépêchez-vous, et puis on n'oublie pas que à partir de minuit, nous serons au Red Night pour pouvoir savourer, péter le champagne pour tous les vainqueurs. Voilà, à partir de minuit, c'était au Red Night, et le lendemain, à partir de minuit aussi, le lendemain, c'est de minuit à minuit, on aura également à Taxi B une ambiance showcase pour permettre à nos artistes de vous dire au revoir sur des sons et des mélodies. Voilà.
Un programme tout à fait complet, mesdames et messieurs, pour nos invités qui sont à Madagascar pour le projet Afro Mada Music Awards. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres choses à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Moi, personnellement, j'ai dit dire merci au peuple malagasy pour l'accueil déjà, pour cette disponibilité. Ils sont très aimables. Et merci de nous accueillir. Et on a hâte de partir et de revenir très vite avec beaucoup d'autres. Voilà. Moi également, je tiens à remercier le peuple malgache pour leur hospitalité et leur accueil. Vraiment un peuple agréable. Il fait bon vivre ici en fait, j'ai découvert. Nous tenons aussi à remercier la chaîne, vous remercier les techniciens pour le fait qu'ils immortalisent notre passage ici. Merci. D'accord. Monsieur El-Passi. Alors moi aussi, je remercie surtout l'organisation de me permettre de venir ici pour la première fois. Malgache, je sais pas, je comprends pas trop le langage, je peux pas parler aussi, mais je vous dis merci. Voilà. Et je vous remercie également d'avoir accepté d'être nos invités pour ce soir dans ce journal en version française de Viva. Je vous dis à très bientôt et à demain alors à partir de 18h pour la soirée Afro Mada. Faites à l'heure, 18h tapante, on fera la fête. Allez, force à tous. Merci. Et pour poursuivre ce journal, Parlons Sport. Ce week-end aura lieu les matchs allés des quarts de finale de World Cola PFL, le championnat de Madagascar de première division en football. Toutes les rencontres se joueront au stade LGECO Bypass. Les grandes équipes du moment se sont qualifiées pour ces quarts. Hazard Zanarville nous en dit plus. À l'issue de la phase de groupe qui a vu s'affronter 12 équipes, les 8 meilleurs du classement se sont qualifiés pour disputer les quarts de finale de ce championnat national, le World Cola PFL. Ces quarts de finale se joueront en match aller-retour, conformément à la décision des membres de la CFEM, l'organisatrice de cette compétition réservée au club élite Malagasy. Les matchs allés sont programmés ce week-end au stade LGECO Bypass. Voici le programme. Pour samedi, à 12h30, Mama FC contre Foussa Junior Bouéni. À 14h30, Adjesaya contre LGECO+. Pour dimanche, à 12h30, Kosfa affrontera les disciples FC. À 14h30, le CFFA affrontera l'AS Fanalamang. Toujours selon le calendrier établi, les matchs retour de ces quarts de finale du World Cola PFL se joueront les 31 mai et 1er juin, également au stade Bypass. Dans les actualités internationales de ce soir, les pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens ont commencé aujourd'hui à Istanbul, une première depuis les premières semaines ayant suivi le lancement de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, a annoncé la diplomatie ukrainienne. France 24. C'est un gros coup médiatique pour la Turquie. Vous avez montré les images d'une réunion Ukraine-États-Unis présidée par la Turquie, donc 2 drapeaux turcs qui sont à l'image maintenant. Et il y a l'autre image de la réunion qui est en cours il y a un moment avec 2 drapeaux turcs, 2 drapeaux ukrainiens, 2 drapeaux russes. Tout ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit généralement chez vous et sur les chaînes concurrentes, ce n'est pas une médiation. Parce qu'en diplomatie, une médiation, le médiateur fait des propositions, après avoir consulté les autres parties, de compromis. Ce n'est pas du tout le cas. La Turquie aujourd'hui est un facilitateur, ce qui est déjà une très grande chose, et ce qui bien sûr est au bénéfice du président Erdogan. Comme on le sait, les discussions sont extrêmement difficiles, notamment parce que la Russie, depuis plus de 3 ans, est dans une position de double immunité. Elle a une immunité politique, puisqu'elle a le droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc elle ne sera jamais condamnée pour cette invasion de l'Ukraine, et elle a une immunité militaire, puisqu'elle menace régulièrement, voire à demi-mot, d'utiliser l'arme nucléaire tactique. Donc, c'est une discussion qui est extrêmement difficile. Par ailleurs, les États-Unis ont, en quelque sorte, torpillé la réunion depuis hier avec le président et le secrétaire d'État qui disent il ne va rien se passer parce que Trump n'est pas là, parce que je ne suis pas là, dit Trump. Donc, c'est un premier essai qui a sa valeur, ne le négligeons pas, car ça fait peut-être la première fois
ce sera peut-être la première fois que des discussions sérieuses sur des modalités concrètes de cessez-le-feu et de garantie pour l'avenir vont être discutées. La position du président turc a toujours été de se mettre à mi-distance entre la Russie et l'OTAN. Bien, c'est bien de le dire, mais ça ne facilite pas son rôle parce que on ne voit aucune raison pour laquelle Vladimir Poutine ferait la paix sous l'égide d'un chef d'État qui appartient à l'OTAN. Donc ça, c'est une première limitation. La deuxième chose, c'est que l'opération russe en Ukraine, elle est ce qu'elle est vis-à-vis de Zelensky, vis-à-vis de la Crimée, du Donbass, etc. Mais elle est aussi, plus largement, une opération dirigée militairement contre l'OTAN et politiquement contre l'Union européenne, voire contre la coalition des volontaires. Donc, il y a un degré d'hostilité à la paix de la part de Moscou qui est considérable et qui ne peut pas se régler simplement parce que les parties sont réunies aujourd'hui à un niveau intermédiaire à Istanbul. Alors, on verra plus tard si les chefs d'État veulent se réunir. Mais il est clair que à la fois Poutine et Trump veulent être autour de la même table. On ne sait pas où ça se passera. Ça se passera un jour, on ne sait pas quand. D'après les déclarations même les plus récentes de Donald Trump ou celles faites durant son premier mandat à la Maison-Blanche, il s'aime bien. Trump a un faible pour les autocrates, pour les durs en politique, donc ça ne change pas. Mais en même temps, Trump change de position très facilement, quitte à se contredire le lendemain, donc c'est pas un terrain très stable pour la Turquie. L'avantage pour la Turquie aujourd'hui, c'est que premièrement, tout cela se passe en Turquie. C'est donc un déluge d'images et de commentaires dans une mise en scène qui est strictement contrôlée par le ministère des Affaires étrangères turc. Donc, c'est à son profit, notamment dans un pays où l'information est bien sûr strictement contrôlée, comme chacun sait. Donc, c'est à son profit politiquement sur la scène intérieure, pendant que la répression vis-à-vis de la presse, de la société civile, des juges, etc., se poursuit, et surtout pendant que les possibles candidats à une élection présidentielle, donc Imamoglu en prison, Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, menacé de plusieurs affaires judiciaires et de prison, le président du parti Özel, du principal parti d'opposition Özel, lui-même menacé. Donc, il y a une situation politique et économique très complexe, très difficile pour Erdogan, et donc il y a une sorte d'effet d'occultation de ces problèmes intérieurs, à la fois vis-à-vis de l'opinion publique turque et des partenaires occidentaux, à travers ces réunions. J'aimerais bien en savoir plus que vous. C'est extrêmement difficile parce que le président turc a toujours soutenu l'Ukraine, a toujours soutenu l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine, mais en même temps n'a pris aucune sanction contre la Russie et a même facilité l'exportation de pétrole russe à travers un transit du brut russe par des raffineries turques possédées par les Russes, etc., etc. Donc, il n'est pas complètement du côté occidental dans cette affaire. C'est une position d'équilibre, comme on l'appelle à Ankara. C'est quelquefois de l'équilibrisme, parce que c'est extrêmement compliqué à maintenir, mais dans des jours comme aujourd'hui, où il y a une discussion diplomatique relativement secondaire, mais qui néanmoins prend place, et qui prend place en Turquie, il y a toujours un petit bénéfice. Par ailleurs, la réunion que vous montrez à l'image maintenant, Erdogan avec Zelensky, elle s'est passée, elle, à Ankara. Elle ne coûte rien à la Turquie. On y discute de paix, on y discute de concessions, mais ça n'a pas d'influence directe sur la négociation. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit également, il y a eu la réunion à Antalya des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, donc une autre façon de mettre en scène tout cela. Et il y a aujourd'hui à Tirana, en Albanie, la réunion de la communauté politique européenne à laquelle la Turquie et l'Ukraine participent.
Donc, on voit bien que, quel que soit l'angle que l'on prend pour observer cette chorégraphie complexe entre l'Ukraine et la Russie, la Turquie peut être présente à peu près à chaque fois. Restera à voir quelle sera sa véritable position le jour où il faudra renforcer les armements de l'Ukraine, donner des garanties militaires maritimes, aériennes, terrestres à l'Ukraine. Et là, ce sera là le vrai test pour la Turquie. Spectaculaire. Je vais à Istanbul et je vais en Turquie en tout cas et je vous y attends. Il savait très bien que le président russe ne viendrait pas. Les Russes, hier, ont fait savoir avec la brutalité habituelle de leur communiqué qu'ils n'iraient pas voir un raté et un clown. Bon, donc c'est pas comme ça que la négociation va se jouer. On sait très bien que Poutine ne veut pas discuter du tout avec Zelensky. Il ne le fera que si le président Trump l'impose, d'une part par sa présence, à lui, Trump, et en imposant la présence de Zelensky dans une réunion qui se passera on ne sait où. Mais c'est comme ça que ça se passe. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au moment où nous parlons, des avions de l'OTAN sont en train de surveiller l'espace aérien roumain et de diriger des avions de combat qu'on ne voit pas sur les sites publics, mais qui sont là, et qu'il y a aussi un avion de l'OTAN qui fait le tour sans arrêt tous les jours de l'enclave de Kaliningrad. Donc, l'OTAN, les États-Unis jouent leur rôle dans la surveillance et dans l'appui aux forces ukrainiennes. Cela continue. Donc, ce n'est pas aussi désespéré que ce que l'on a pu croire au mois de mars lors de la tristement célèbre altercation dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Il est clair que Poutine joue sur les nerfs de Trump, qui, comme on le sait, comme il le sait très bien, aime bien les décisions rapides, les coups médiatiques. Donc, il y a ce risque, effectivement. Mais, au même moment, Poutine n'a pas intérêt, aujourd'hui, à faire la paix, parce que tout retard signifie une usure technique, militaire et morale de l'Ukraine, alors que du côté de Moscou, il peut y avoir 100 000 morts, 200 000 morts, peu importe, ça ne compte pas dans le calcul russe. Et si vous parlez à des Russes, comme je le faisais il y a quelques années à propos d'autres sujets, qui étaient la Syrie à ce moment-là, oui, vous dites il y a X centaines de milliers de morts en Syrie. Vous savez, nous, on en a eu 20 millions de morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors quoi? Donc, il y a cette différence phénoménale de culture politique. Et puis, il y a pour Poutine l'avantage que Trump a déjà donné un certain nombre de concessions hâtives dès les premières semaines de sa présidence. Donc, pour le moment, Poutine est plutôt sur du velours, ou presque, sachant néanmoins que cette guerre finit par user l'économie russe. Merci infiniment, Marc Pierrini, pour votre analyse sur France 24. Merci à vous. Et Human Rights Watch a accusé hier Israël d'avoir fait du blocus de la bande de Gaza un outil d'extermination, alors que les autorités israéliennes bloquent l'entrée de toute aide humanitaire dans le territoire palestinien depuis le 2 mars. Le blocus imposé par Israël a dépassé le cadre des tactiques militaires pour devenir un outil d'extermination, a déclaré Federico Borrolé, directeur exécutif par intérim de l'ONG, dans un communiqué. France 24 nous en dit plus. Entre les décombres, les convois ne circulent plus à Gaza. Le blocus israélien sur l'enclave palestinienne empêche toute aide humanitaire de parvenir aux populations gazaouis depuis maintenant 2 mois et demi. Selon l'ONU, il serait plus de 500 000 à souffrir de malnutrition aiguë. La situation ici est extrêmement difficile. Les enfants sont épuisés par la faim. Nous appelons le monde à regarder et à nous sauver. À Gaza, nous mourrons de faim. Plusieurs organisations internationales craignent une famine de masse.
On est dans une forme d'instrumentalisation de la faim, de la soif, de la destruction du bâti comme arme de guerre pour essayer de dissuader, selon les autorités israéliennes, les combattants, notamment du Hamas, entre autres. Mais ce que l'on voit, c'est que cela affecte une population dans son entièreté. Une nouvelle fondation sous égide américaine et validée par Israël devrait lancer une opération d'aide dans le sud du pays d'ici la fin du mois. Un dispositif critiqué par plusieurs ONG car il confierait l'acheminement de vivres à des sociétés privées américaines. L'ONU a annoncé ne pas y participer par souci d'impartialité et d'indépendance. Construit autour de conversations vidéo filmées entre la réalisatrice Sepedi Farsi et la photographe palestinienne Fatma Assouna, le film Put Your Soul on Your Hand and Walk offre une plongée unique dans l'enfer sans fin des habitants de Gaza. Une expérience personnelle bouleversante qui a pris une toute autre dimension depuis la mort de son héroïne dans un bombardement israélien en avril, alors que le film venait d'être sélectionné à Cannes. Le point toujours avec France 24. Elle s'appelait Fatma Assouna, reporter de guerre à Gaza. Elle documentait tant bien que mal son quotidien sous les bombes, jusqu'à sa mort dans un bombardement le 16 avril dernier. Mais son sourire continue de vivre malgré tout. Elle devenue l'héroïne du documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, sélectionné et diffusé ce jeudi au Festival de Cannes. Un événement auquel la réalisatrice Sepedi Farsi rêvait de l'avoir participé. Je lui ai dit que le film était sélectionné, elle était enchantée. Je lui ai dit que j'allais organiser une exposition de photos aussi, que je l'invitais. Elle a dit oui, je viens. Je veux rentrer après, mais là je viens, ok. On essaye. On n'était pas sûr d'y arriver parce que la frontière est fermée, mais on allait essayer. Puis le lendemain, elle était partie déjà. Dans une alternance de discussions vidéo et de photos de la reporter gazaoui, le documentaire retrace les derniers mois de Fatma. Elle, qui n'avait jamais quitté l'enclave palestinienne, tentait au moins d'en faire sortir les images pour montrer au monde ce qu'était devenu Gaza. Je veux quitter cette ville. Je veux quitter tout ça. Je suis si fatiguée de cette ville et de cette destruction. Autour de moi, tout le temps, je me sens en prison, dans une vraie prison. Avant même sa diffusion, le documentaire fait déjà beaucoup parler de lui. Présidente du jury du Festival de Cannes cette année, l'actrice Juliette Binoche a rendu hommage à Fatma Assouna lors de la cérémonie d'ouverture. Et plus de 380 personnalités du monde de la culture ont signé une tribune pour que l'horreur de Gaza ne soit pas tue à Cannes. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Je vous dis à demain. Au revoir.